les deux et à les mettre en relation. Donc, avec quoi nous allons commencer? Eh bien, par définir le crime qui est dit crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette expression qui renverse crime contre l'humanité? Alors, contre l'humanité, est-ce qu'il s'agit de l'humanité entière, hein? Est-ce qu'il s'agit d'atteindre l'humanité entière? Quand je m'exprime en ces termes, eh bien, je suis un peu dans le quantitatif. Alors, je vais le dire tout de suite, c'est que le crime contre l'humanité, ça n'est pas une affaire quantitative. Alors, on a d'autres notions qui nous ramènent davantage du côté du quantitatif, telles que par exemple le génocide. Donc, on va commencer par se poser la question, après tout, est-ce que tout crime dont un homme sera victime ne serait pas finalement un crime contre l'humanité? Alors, il y a un sens juridique bien déterminé à cette notion. Cette notion vient du tribunal de Nuremberg. Et au tribunal de Nuremberg, on a effectivement jugé qu'on manquait de concepts pour rendre compte de ce qui venait historiquement de se passer, c'est-à-dire que la nécessité d'un nouveau concept pour, à vrai dire, interroger et juger les crimes que l'on résume maintenant dans un mot qui s'appelle la Shoah. Et il faut quand même rappeler ce que ça veut dire la Shoah, parce que finalement, on utilise ce mot et on ne sait plus trop, pas forcément ce qu'on veut dire par là. Alors, il y a un historien qui s'appelle Raoul Wilberg, qui définit très précisément la Shoah. La Shoah, c'est le programme et la mise en œuvre de l'extermination des Juifs d'Europe. Mais je pense qu'il a été déjà assez limité dans sa définition, parce que si on regarde l'histoire, on se rend compte que le programme d'extermination a dépassé les frontières de l'Europe et a atteint par exemple le Moyen-Orient avec une connivence attestée entre le moufti de Jérusalem et le régime nazi. Bon, alors, est-ce que tout crime qui atteint un être humain ne serait pas digne d'être appelé un crime contre l'humanité? Eh bien, ce n'est pas n'importe quel crime qui touche un homme qu'il convient précisément d'appeler un crime contre l'humanité. Et alors, si je vais m'arrêter assez longuement sur cette expression, c'est parce que nous avons tendance, surtout avec les réseaux sociaux, les déferlements de paroles. Nous parlons beaucoup, nous entendons beaucoup parler. Et nous avons tendance, justement, à utiliser les mots à la légère. Et à utiliser ces concepts de manière facilement accusatoire, à partir du moment où on dirait que un gouvernement, un État est génocidaire, ou qu'il commet des crimes contre l'humanité, eh bien, on a l'impression qu'on est serein avec sa propre conscience et qu'il suffit de dire approximativement il y a eu violence, donc il y a eu crime contre l'humanité. C'est-à-dire toute guerre, avec les horreurs effectivement qu'elle engendre, inévitablement devient un crime contre l'humanité. Donc, je tiens absolument à insister là-dessus. Les mots ont un sens très rigoureux. Et on connaît la phrase de Camus, que si on nomme mal les choses, on ajoute du malheur au monde. Eh bien, elle est très importante, cette phrase. Il ne faut pas l'oublier pour être dans la justesse de notre compréhension et de notre jugement des situations historiques et politiques. Alors, au-delà du sens juridique, dont vous parlera très bien M. Varallo, qu'est-ce que la philosophie peut dire sur ce qu'il est pertinent d'entendre par un tel crime, le crime contre l'humanité? Si je colle au mot un crime contre l'humanité, qu'est-ce que je peux entendre d'abord? Eh bien, je peux entendre que c'est un crime qui vise ce qui fait le propre de l'homme. Ou encore, je peux le dire autrement, c'est un crime qui vise ce qu'il y a de plus humain en l'homme. Alors c'est quand même assez inouï d'entendre ce que je viens de dire au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on est en train, avec cette expression, de signifier quelque chose qui est
que l'humain, dont on pouvait imaginer, à partir du XVIIIe siècle, il y a la notion de progrès qu'a fait Flores, qui s'est développée aussi au XIXe siècle, on pouvait imaginer qu'un équivalent de l'instinct de survie touchait l'homme, à savoir que, bon, l'histoire, ça n'est pas toujours rose, mais sur le fond, il y a un fil directeur et que l'humanité vise à s'accomplir dans le temps, en dépit, encore une fois, des hauts et des bas, comme on dit. Or, avec la notion de crime contre l'humanité, on s'est rendu compte, il a bien fallu qu'on admette que nous étions capables, nous, humains, de vouloir à égalité, ou bien notre accomplissement en tant qu'humain, ou bien, au contraire, notre démolition en tant qu'humain. Ce qui n'est pas du tout facile à assumer. C'est-à-dire que les générations qui sont venues après 39-45 doivent vivre avec cette conscience que les malheurs de l'histoire ne sont pas forcément le bas d'un moment qui suit un haut et qui sera suivi par un haut, c'est que nous pouvons décider, nous pouvons vouloir, nous humains, anéantir ce qu'il y a en nous de plus humain. Ça donne le vertige, en effet. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un enjeu perpétuel. C'est-à-dire que nous avons à choisir si nous voulons aller dans la direction de l'accomplissement du plus humain en l'homme ou si nous voulons aller du côté de l'anéantissement de ce qu'il y a de plus humain en l'homme. D'où la responsabilité immense qui est celle de chacun pour orienter le chemin dans une direction plutôt que l'autre. Parce que aller du côté de l'anéantissement, c'est finalement toujours plus facile que d'aller du côté de l'accomplissement. Alors avant d'essayer de comprendre pourquoi l'homme peut viser son propre anéantissement, ce que nous allons examiner, c'est comment peut se déployer ce qu'il convient d'appeler un crime contre l'humanité. Et je vais m'appuyer sur un exemple qui est en même temps un événement historique et qui est précisément celui qui a conduit à forger le concept de crime contre l'humanité, à savoir la Shoah, dont je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'elle a visé l'extermination des Juifs, ne concerne que les Juifs, bien au contraire, tout événement historique concerne l'humanité entière, parce que ce que l'homme fait à l'homme, où que ce soit, et quelque époque que ce soit, nous concerne tous. Donc par cet exemple, véritablement, il faut entendre qu'est-ce que l'homme a fait subir à l'homme, et là, à ce moment-là, dans la personne de l'homme juif, mais qui pourrait aussi atteindre d'autres personnes, puisque ce qui est en jeu, c'est véritablement, alors ce n'est pas un hasard en même temps, on pourrait développer, mais c'est une autre question, pourquoi le peuple juif se retrouve souvent le bouc émissaire de cette entreprise d'anéantissement du plus humain en l'homme, mais c'est une autre question, mais je veux bien insister sur ce fait qu'encore une fois, ce cas historique nous interroge en tant qu'être humain universellement. Alors, donc je répète ma question, c'est, encore une fois, pourquoi l'homme peut envisager plutôt que son propre accomplissement, son propre anéantissement. Alors, un petit peu de philosophie, très simple. Une définition de l'homme qu'on doit au premier philosophe. Par exemple, Aristote définit l'homme dans sa dimension double, qui est de dire, par exemple, l'homme est un animal rationnel. Bon. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est une façon de dire qu'il a une dimension biologique et qu'il est un vivant parmi les vivants, mais qu'en même temps, il a une spécificité qui le distingue des autres vivants, c'est qu'il est doué d'une pensée, une conscience qui peut s'élever jusqu'au niveau de la raison, mais spontanément, qui est doué de conscience. Bon. Donc, commençons par parler un peu de ce que nous sommes, les hommes, d'un point de vue purement biologique. Donc, l'homme est un animal parmi les animaux, de sorte que, qu'est-ce que c'est que tuer un homme ? Alors, ne soyez pas scandalisés, suivez bien, tuer un homme, c'est d'abord comme tuer un animal. C'est-à-dire que c'est d'abord ôter une vie.
Et du point de vue spirituel, se pose alors la question, qui est l'homme, hein? Qui est l'homme? Quel est ce vivant qui, parmi les vivants, eh bien, se pose la question de lui-même? Eh bien, qui est l'homme? C'est un être de connaissance, il développe des sciences. C'est un être de pensée, il développe la philosophie. Ah, c'est joli ça. Peut-être pourrais-je mettre une clé et je serais plus assurée de... Non? C'est bon? Je sais pas. Bon, si ça refait, on mettra une clé. Non, la clé, ça ne change rien, c'est lui qui s'éteint. Ah, c'est lui qui s'éteint, donc il faut que je le taquine de temps en temps. Oui, mais comme il faut la religion. Ah, c'est toi qui dois être par là, d'accord. Alors ne va pas loin. Bon, donc, alors, qui est l'homme? J'étais en train de dire que c'est un être de connaissance qui développe des sciences, c'est un être de pensée qui développe la philosophie, c'est une conscience politique, c'est-à-dire c'est un être qui se pose la question du juste et de l'injuste, c'est un être moral, c'est-à-dire c'est un être qui se pose la question du bien et du mal. En conséquence, tu es un homme, on comprend que ça n'est pas simplement ôter une vie, ça apparaît comme plus qu'anéantir du vivant une dimension animale, c'est anéantir également toutes ces dimensions que je viens de citer. Et si je devais résumer, c'est, dans les termes de Kant, anéantir une dignité. J'ai avancé dans ma définition. Le crime contre l'humanité, c'est le crime qui dépossède l'homme de l'ensemble de ses capacités qui sont propres à son espèce. C'est-à-dire que c'est le crime qui dépossède l'homme de sa dignité. En d'autres termes, c'est le crime qui déshumanise. Et je dirais pire encore. Alors, on va l'embêter un peu, comme ça. Il reste avec nous. Le crime contre l'humanité, c'est au-delà du fait un crime qui atteint l'humanité de l'homme, c'est un crime. C'est le crime qui vise, qui projette la déshumanisation de sa victime, qui vise précisément cela. Elle ne veut pas simplement tuer, elle veut tuer l'homme dans l'homme, elle veut tuer l'humain dans l'être humain, déposséder l'homme de ce qu'il y a en lui de plus humain. Pour que ça ne soit pas que des mots, mais je pense que vous commencez déjà à vous rendre compte que le projet, la visée derrière Crime contre l'humanité donne le vertige, effectivement, comme je le disais au début de mon intervention. Eh bien, nous allons nous appuyer sur un exemple, et je vous ai dit que l'exemple en question, ce serait effectivement la Shoah, ce qui est appelé la Shoah. Voilà, donc je vous ai fait un petit plan pour que vous puissiez suivre le film. Alors, donc j'ai déjà défini la Shoah. La Shoah, elle est multiple finalement. Il y a la Shoah par les camp de la mort et il y a la Shoah par balle. Alors, je vais me concentrer sur le cas de la Shoah dans les camps de mise à mort, parce que effectivement, l'organisation apparaît de manière beaucoup plus dense et celle qui s'est développée à l'Est. Une balle, un juif, on voit très bien déjà une balle, un juif, ça veut dire quoi? On fait des économies de munitions, on est véritablement dans une gestion de l'homme qui n'est plus du tout humanisante. Donc je me concentre sur la Shoah, non pas par balle, mais celle dite des camps de mise à mort. Alors la Shoah, c'est un crime contre l'humanité. Et bien en quoi la Shoah est ce qui visait à déposséder ses victimes de ce qu'il y a de plus humain en l'homme. Alors qu'est-ce que c'est la Shoah? Eh bien d'abord, brutalement je dirais, c'est un programme qui vise à rendre l'homme bête, la bête, l'animal, qui vise à déposséder l'homme donc de ce qui fait le propre de l'homme, c'est-à-dire qui vise à déposséder l'homme de sa capacité de penser. Et plus encore, c'est d'abord le programme qui vise à faire descendre l'homme à de la pure matière. Donc vous voyez que je vais avoir une gradation dans le pire, réduire l'homme à un animal, et bien en deçà, à de la pure matière. Donc je vais d'abord m'intéresser au premier niveau.
La Shoah, c'est le programme de dépossession de l'homme de son humanité par la réduction de l'homme à un état de bête. Donc l'homme se retrouve privé de sa capacité de penser. C'est le premier, la première entreprise de l'extermination. Et c'est une constante, précisément dans les témoignages, de dire on ne pouvait plus penser dans les camps d'extermination. Alors, camps d'extermination, camps de mise à mort, il y a des camps où de toute façon, c'était vite réglé, si je puis dire, un rail, quelque part, une chambre à gaz. Mais le voyage lui-même faisait que ces personnes qui allaient périr immédiatement dans les chambres à gaz étaient déjà réduites à un état d'animalité. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que la déportation ? La déportation brutale, c'est être arraché à sa maison, c'est être arraché à sa famille, c'est être arraché à ses amis, à son travail ou à ses études, à sa ville. C'est être arraché très souvent à son pays et à sa langue, à ses affaires, qui sont arrachées dès la sortie des trains bestiaux. On insiste sur trains à bestiaux. Privé de ses vêtements, privé de ses cheveux, privé de son nom, éventuellement remplacé par un matricule. Qu'est-ce qui reste ? Le seul voyage était déjà une épreuve terrible. Entasser des hommes dans des wagons à bestiaux. Qu'est-ce que ça fait de ces hommes ? Ça fait de ces hommes des êtres qui arrivent, les témoignages sont constants, à la destination qu'on leur a vouée, si je puis dire. Ce sont des hommes qui arrivent hébétés. Hébétés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de repères et qui précisément sont déjà dans l'incompréhension. Ils sont affamés, ils sont assoiffés, ils ont été forcés à la promiscuité. Rien qu'imaginer le fait d'avoir un seau central dans un wagon surpeuplé et d'avoir à faire ses besoins devant tout le monde, eh bien rien que ça, c'est déjà une expérience d'humiliation. Donc ceux qui arrivent dans les camps, ils sont déjà atteints au niveau de leur capacité de penser. C'est-à-dire que c'est comme s'ils n'étaient déjà plus que des corps. Et qu'est-ce qui se passe dans un camp ? Si on n'est pas exterminé tout de suite, la démolition continue avec, en bout de course, ce que s'entendaient dire les personnes qui arrivaient, on leur montrait la fumée pour leur montrer ce qu'ils allaient devenir. Donc dans le camp, vu les conditions, eh bien, je ne dirais même plus la conscience ou la pensée, je dirais le cerveau. Vu les conditions d'existence dans le camp, le cerveau se retrouvait réduit à l'intérêt simplement de la question de survie. Quoi manger ? Comment se protéger du froid ? Comment éviter les coups ? C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation d'animal traqué, qui ne peut plus mettre la moindre opération de son cerveau au niveau d'une opération intellectuelle de réflexion. C'est tout entier pris par l'urgence de la question de la survie. Et plus fondamentalement, si on ne pouvait plus penser dans les camps, c'est parce que dans les camps, il n'y avait rien de compréhensible. Il y a une phrase de Primo Levi qui est tirée de Si c'est un homme, qui résume très bien ce que je suis en train de dire. Primo Levi, assoiffé, avec ses camarades d'infortune, ils n'ont pas bu depuis 4 jours. Primo Levi aperçoit un morceau de neige sur un bout de fenêtre, tend la main pour se déshydrater, enfin, et un gardien fait tomber le morceau de glace, de neige, en frappant la main de Primo Levi, qui dit « Pourquoi ?» Et la réponse « Ici, il n'y a pas de pourquoi. » Voilà. Ici, il n'y a pas de pourquoi. De toute façon, qu'est-ce qu'on pouvait comprendre dans un camp où, dès qu'on arrive, il y a une inversion totale des valeurs ? Un seul exemple, le médecin n'est plus là pour sauver les vies.
il est là pour sélectionner en direction de la mort. Donc, dans cette perte radicale des repères, effectivement, la vie humaine est complètement déboussolée. Déjà que la vie humaine, sans qu'on s'acharne sur elle, nous donne parfois le goût de l'absurde. C'est-à-dire que qui parmi nous ne s'est pas dit à un moment donné, où la vie n'est pas très facile, est-ce que ça vaut vraiment la peine? À quoi bon? À quoi bon? Pourquoi? Nous savons que le bout du chemin, c'est quand même notre propre mort. Être un être humain, c'est avoir la conscience de sa mortalité. Donc, à quoi bon consentir tous ces efforts si au bout du compte, on ne sera plus là? C'est déjà absurde, ou ça peut donner ce sentiment d'absurde, qui est difficile à avaler. Bon. Et dans les camps, c'est plus que l'absurdité. L'absurdité, c'est quoi? C'est l'éparpillement des significations. Elles sont éparpillées, c'est pas qu'il n'y a pas de sens. Il y a des significations mais qui sont éparpillées, donc je ne sais pas trop comment faire mon puzzle pour que précisément ça ait du sens. Mais dans un camp d'extermination, on plonge immédiatement dans le non-sens. C'est-à-dire que le message qui est reçu par les consciences, il est inassimilable. C'est-à-dire ce n'est pas « tu es né et tu mourras », c'est « tu es né pour mourir ». C'est-à-dire que tu es né, mais comme tu n'aurais pas dû naître, tu es né et il faut que tu meures. On va t'aider à mourir. Mais pas dans le sens de la question de l'euthanasie, bien évidemment. On va t'aider à mourir, on va t'aider à débarrasser le plancher le plus vite possible. Donc, tu es né homme pour mourir, et il faut ajouter, n'oublions pas, nous en sommes, pour mourir, non pas en tant qu'homme, mais en plus pour mourir en tant qu'animal. C'est-à-dire l'homme a disparu. Tu es né homme, mais tu vas mourir en tant qu'animal, en tant que bête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'y suis pas encore, tu es né pour mourir comme matière anonyme. Pour illustrer ceci, je vous citerai juste une connaissance dont les parents sont morts dans le cadre de la Shoah, qui est un paysagiste qui s'appelle Antilovac. Et il avait une sorte d'ironie pour surmonter le pire. Et quand il parlait de ses parents, il disait, c'était brutal, mes parents, ils sont morts en savonnette. Alors, pour le moment, je n'ai examiné que le premier niveau, tu es né homme pour mourir animal. C'est-à-dire, tu es né homme pour mourir comme simple organisme, comme simple corps. Et on notera justement le vocabulaire qui était réservé par les bourreaux à leurs victimes, c'était celui qui convenait au registre des animaux. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de se nourrir, essen, enfin de manger, je dirais, mais fressen. C'est-à-dire quand vous allez nourrir votre chat, est-ce que tu as nourri le chat ce matin? Nous c'est essen, les animaux c'est fressen. On ne disait pas qu'on allait sterben, mourir. On disait, concernant ces hommes déshumanisés, qu'ils allaient être dans le anden, c'est-à-dire crever. Donc vous voyez que le vocabulaire s'adressait, même pas à l'autre, mais parlait de l'autre, véritablement, dans des termes animalisants. Il faut noter un point aussi assez important, qui peut paraître peut-être énigmatique, mais sur lequel on ne s'arrête pas assez, c'est que la nudité, elle était fréquemment imposée aux détenus. Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire finalement par ce moyen? Eh bien par ce moyen, il s'agissait justement de réduire, de contribuer à cette réduction de l'homme à un simple corps. Pourquoi? Parce que la nudité et le rasage, elles privent les hommes de leur visage. C'est-à-dire que le crâne qui est dépouillé de ses cheveux contre sa volonté, dans le prolongement d'un corps qui est lui-même dépouillé de ses vêtements, eh bien, ce visage, ce n'est plus un visage, vous avez de l'organisme, vous avez une tête, de la tête
aux pieds et le visage disparaît. Je vous lirai un tout petit extrait de Deleuze, tiré de la logique de la sensation. Il nous dit, qu'est-ce que c'est qu'une tête quand on n'a plus de visage? C'est une dépendance du corps, même si elle en est la pointe. Et qu'est-ce que c'est qu'un visage? C'est une organisation spatiale structurée qui recouvre la tête. On pourrait aller plus loin, on pourrait mettre en évidence que, précisément, ces têtes qui n'avaient plus de visage étaient privées de leurs yeux. Donc, interdiction pour les victimes de regarder leur bourreau dans les yeux. Ce n'est pas pour rien si précisément les nazis appelaient leurs victimes, ça vient de les sans-visages. Le visage est une spécificité humaine et Lévinas, le philosophe Lévinas, nous dit qu'il est précisément le lieu de l'inscription éthique. Alors, je vais avoir besoin de mon assistant avec donc, la clé magique pour vous permettre de suivre le plan. J'espère que, justement, c'est un petit appui pour vous permettre de ne pas perdre le fil. Ah oui, si mon assistant va se promener. Merci. Voilà, une définition du visage par Lévinas, qui dit quelque chose d'ailleurs de très beau, parce qu'on pourrait se dire, mais alors bon, si la nudité nous réduit à des têtes, à des organismes, etc., il dit quelque chose de très très beau. La nudité dans l'amour, c'est au contraire tout le corps qui devient visage. Voilà, donc c'est pas la nudité en soi, hein. C'est une certaine manière de mettre l'autre à nu. Bien, alors, comme je l'ai laissé entendre plus haut, faire descendre l'homme au rang de bête, ça ne suffisait pas aux nazis. Au bout du compte, c'est à de la pure matière, à du matériau, que la victime juive du nazisme s'est trouvée réduite. Alors comment? D'abord, en procédant à des déportations de masse et à des exécutions de masse. C'est-à-dire, on bourre les gens dans une chambre à gaz, il peut y avoir 2000 personnes dans une chambre à gaz, on tue tout le monde d'un coup. Qu'est-ce que c'est qu'une masse? Une masse, c'est une quantité de matière. Les personnes qui étaient déportées, elles disparaissaient véritablement comme des personnes. Elles devenaient, comme le disaient les nazis, des Stück. Et le Stück, ça veut dire en allemand des morceaux. Faites avancer les morceaux. Et en deçà des morceaux, je cite, entre guillemets, à de la merde. C'est-à-dire que les nazis eux-mêmes disaient, face aux déportés tels qu'ils les avaient eux-mêmes rendus, plusieurs jours dans ces wagons en bestiaux, sans hygiène, dans les conditions que nous avons décrites plus haut, ils arrivaient pour partir recouverts de leurs excréments. La malnutrition, l'insalubrité des camps faisait que beaucoup de personnes souffraient de dysenterie. Bref, vous imaginez bien que effectivement les hommes se noyaient, qui n'étaient plus des hommes, enfin tout du moins dans la volonté, puisque la mémoire et tout ce qui s'ensuit vise justement à les rétablir comme tels, ils étaient noyés dans ce magma de cadavres, de déchets, etc. Et les nazis les appelaient donc la merde. L'acmé de cette réduction de l'humain, de la matière brute, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que les corps et les parties des corps ont été convertis en un matériau utile. On a les cheveux qui ont servi à faire du tissu, à remplir les matelas, la peau qui a servi à faire des abat-jours, les restes après le gazage qui ont servi à faire de l'engrais. Hein?
Eh bien écoutez, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour commencer à comprendre que quand on parle de crimes contre l'humanité, on ne parle pas à la légère. C'est véritablement un crime qui se donne le spectacle de la déshumanisation de l'autre. D'abord en le réduisant à un corps, et en deçà à de la pure matière, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que cette déshumanisation est d'abord la transformation de l'autre en non-humain. Mais, voilà où je vous amène. Le crime contre l'humanité fait perdre l'humanité des deux côtés. C'est-à-dire du côté de la victime. Elle est rendue non humaine, elle est dépouillée de son humanité. Et même du côté de l'homme qui perpétue ce crime, l'humanité est atteinte, c'est-à-dire que, je continue à parler du nazisme, mais peu importe, c'est-à-dire l'équivalent de ce que le nazisme a fait subir à ses victimes. Donc l'homme qui perpétue ce crime, il se fait lui-même, on va le voir, non humain, et en plus de ça, inhumain. Donc au bout du compte, il n'y a pas que les victimes qui sont déshumanisées. La déshumanisation est généralisée. Vous voyez l'astuce, entre guillemets, si je puis dire. C'est-à-dire que si on vise à anéantir l'humain, tout le monde y passe. Il y avait une effroyable cohérence dans le programme nazi. C'est-à-dire que viser à anéantir l'humanité de l'homme dans une victime, ce que ça révèle, c'est donc une haine de l'humanité de l'homme. Donc, le bourreau n'est pas épargné, puisqu'il est porteur d'humanité, dans la haine de cette humanité. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que pendant qu'il déshumanise sa victime, qu'est-ce qu'il fait le nazisme? Il est en train de vouer un culte à sa propre vie, à son propre corps, comme force animale. C'est-à-dire qu'il est en train lui-même de se sentir accompli, mais simplement comme une réalité biologique, c'est-à-dire sans penser. Une exposition de l'art allemand qui a été organisée à Munich en 1937, voici ce que, par le gouvernement nazi, voici ce que François Sabatier, qui est un musicologue, a pu dire de cette exposition. On peut y voir environ 1000 peintures et sculptures conformes à l'idéologie totalitaire, lesquelles magnifient les vertus majeures que prônent les proches du Führer. Santé, virilité, fécondité, force, pureté de la race. Mais on peut citer également cet extrait qui est tiré d'un texte de propagande, centré sur le programme d'art nazi, qui est rapporté par un universitaire qui s'appelle Lionel Richard dans Nazisme et la littérature. Il dit « La peinture allemande tient à reproduire des corps strictement naturels, des formes aussi parfaites que la structure des membres, la noblesse d'une race pure, une peau saine et fraîche, l'harmonie innée du mouvement, ainsi que des réserves vitales évidentes. » Alors, si on se laisse avoir, on se dit « Quelle expression de vie !» Mais c'est une expression de vie pour mieux appuyer l'expression de la mort de ce qu'il y a de plus humain en l'homme. C'est effacer ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est-à-dire mettre à l'arrière-plan la pensée. Donc le nazi lui-même, pendant qu'il démolit sa victime, se démolit, mais l'air de rien, c'est-à-dire en se rendant non humain et en se célébrant comme force animale, comme fauve impavide. C'est une expression aussi qui est tirée des programmes nazis. Il faut que l'allemand devienne un fauve impavide. Donc, l'humanité est perdue des deux côtés. La victime est rendue non humaine. Le bourreau se veut non humain. Il se fantasme comme une espèce de corps animal flamboyant. Mais en plus, il surenchérit. Il se rend non humain et en plus inhumain. Alors, la notion d'inhumain, elle est assez curieuse. Parce que quand je dis qu'un homme
est inhumain, ça pourrait paraître au premier abord contradictoire. Seulement, on notera qu'on ne dit jamais d'un animal qu'il est inanimal. Inhumain, c'est pas simplement non humain. Inhumain, ça veut dire, c'est pas un concept, si vous voulez, ça ne renvoie pas à un concept de l'homme simplement descriptif, on va décrire ce qui fait l'homme. Inhumain, ça se base sur une définition de l'homme qui est normative. C'est-à-dire, l'homme définit lui-même, au-delà de son humanité biologique, hein, j'ai une physiologie qui ressemble à l'espèce humaine, au-delà des critères biologiques, l'homme se définit au niveau précisément de sa spécificité par rapport à des normes, c'est-à-dire que l'homme doit répondre à certaines valeurs pour mériter d'être lui-même qualifié comme un homme humain, plutôt que comme un homme inhumain. Donc, par la démolition de l'homme, ce que le nazisme a fait, ce que le criminel de l'humanité fait, c'est de rendre l'autre non-homme et lui-même. De se fantasmer certainement non-homme également, mais de se faire aussi inhumain. Je raconterai une blague d'humour noir. Dans un camp, il y a un gardien au service du nazisme qui a perdu un œil et qui s'est fait faire un œil de verre et qui est très très fier de son œil de verre. Il trouve qu'il est très ressemblant avec son œil réel. Et il prend une de ses victimes pour se moquer d'elle et il lui dit « Dis-moi, toi, est-ce que si tu sais répondre, hein, tu auras un petit supplément. Lequel de mes deux yeux est un œil de verre ?» Et la victime répond sans hésiter. Alors le gardien au service du nazisme se fâche en disant « Mais comment tu as fait ?» Et la victime lui répond « C'est celui qui a encore quelque chose d'humain. » Alors, nous passons maintenant, après la première partie, on a sauté à la troisième, c'est une erreur, c'est la deuxième. Donc, au fondement du crime contre l'humanité, je vous disais qu'il y avait la haine. Voilà l'autre gros concept que je me dois de définir. La haine de quoi, on l'a bien compris, la haine de ce qui fait le propre de l'homme, c'est-à-dire la haine de la pensée et de tout ce qui la représente. Alors, pourquoi la haine de l'humanité? Pourquoi la haine de la pensée? Pourquoi la haine de soi comme humain, c'est-à-dire comme matière qui n'est pas que de la matière, qui n'est pas qu'un organisme vivant, mais qui est porteur de la pensée? Par cette simple image, on voit déjà à quoi ça peut ressembler la haine de la pensée. On brûle des livres. L'autodafé. Pour répondre à cette question, je vais avoir trois petites sous-parties. La situation de la conscience, le narcissisme et la question de l'identité. Alors je commence par la situation de la conscience, et tout ça dans le but de vous expliquer pourquoi l'homme n'aime pas sa propre pensée et qu'il aimerait s'en débarrasser. Ça peut commencer par des petites choses très banales, et puis ça peut arriver jusqu'au crime contre l'humanité. Donc la situation de la conscience, très brièvement, c'est quoi? Donc la conscience, on va la définir comme la pensée, certes, mais dans sa forme la plus spontanée. Hein. La conscience, c'est pas la raison, c'est le niveau le plus développé de notre pensée. Eh bien, il y a un philosophe qui nous dit « la conscience est malheureuse ». C'est le philosophe Hegel. Et quand il nous dit « la conscience est malheureuse », il ne veut pas dire « certaines consciences sont malheureuses ». La conscience est fondamentalement malheureuse. Alors pourquoi? Pourquoi dire que la conscience est malheureuse? Eh bien parce que être un être conscient, c'est être en même temps conscient de sa finitude. C'est-à-dire c'est être fini et savoir qu'on est fini. Grosso modo, exemple de finitude, la mortalité. Donc, nous voici porteurs de quelque chose qui nous embarrasse fortement, c'est que nous sommes vivants, mais si on n'était que vivants, on n'est que vivant et le jour où on est mort, on est mort. Tandis que là, on est vivant en sachant qu'on est mortel. C'est-à-dire, nous savons, à plusieurs niveaux, que nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres incomplets.
nous faisons l'expérience du manque. Donc nous sommes des êtres qui manquent. C'est la définition de l'être conscient. Il manque de tout ce qui n'est pas lui. Il manque de ce qui pourrait le combler, hein, qui pourrait faire de lui un être définitif, avec une identité pleine. Hein. Et alors, l'autre face du manque, c'est quoi? C'est ce qui nous fait courir et exister, c'est le désir. Nous sommes désir parce que nous sommes manque. Le désir, c'est une réponse au manque, c'est-à-dire que, comme je cite encore Hegel, la conscience, c'est le mouvement de s'outrepasser soi-même. C'est-à-dire que la conscience, dans son côté désir pour essayer de combler son manque, va passer son temps à tenter de dépasser sa finitude, précisément. C'est-à-dire de sortir de sa condition. Alors comment communément nous en sortons, nous, pour essayer de dépasser l'indépassable, à savoir de dépasser notre finitude? Eh bien, nous allons alterner, combiner deux formes d'attitude. La course éperdue vers la possession de l'objet qui va me combler, enfin. Hein. Donc on passe d'objet en objet, parce qu'aucun de ces objets qui vont nous satisfaire pendant un temps ne pourra nous combler radicalement une fois pour toutes. Ou bien le divertissement, c'est-à-dire, alors là c'est une tentative d'oubli, je me détourne de ce qui me pèse, je ne veux pas regarder en face ma finitude, et c'est raté, comme nous dit très bien Pascal, le précipice est toujours là, donc se divertir, ça n'est pas résoudre la question du précipice, c'est courir les yeux fermés au précipice. Donc si je résume, la conscience, elle va se fantasmer comme une sorte de totalité pleine et définitive, ce qui est mission impossible, rien ne peut combler totalement et définitivement. Ça s'appelle la condition humaine. Alors, on passe en B et on arrive à notre narcissisme. C'est que précisément, la conscience, elle est malheureuse et elle est narcissique. Elle est narcissique parce qu'elle est malheureuse, si je puis dire. Alors, je vais expliquer ce point essentiel assez rapidement. Le narcissisme, il faut distinguer deux narcissismes. Hein. Un narcissisme qu'on dira un bon narcissisme, c'est un moment du développement de la conscience, et un mauvais narcissisme qui est en fait un durcissement de ce moment. Un durcissement de ce narcissisme nécessaire dans le développement de la conscience, c'est donc un non-dépassement du moment du narcissisme. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne eh bien, le fait de subir effectivement la finitude, mais avec une exigence qui se base sur une sorte de fantasme de toute puissance. Donc je vais expliquer très rapidement. Je prends un nourrisson humain, il est en fusion avec la totalité du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre lui et ce qui n'est pas lui, il n'y a pas de lui parce qu'il n'y a pas de non-lui identifiable pour lui. Donc c'est ce qu'on appelle le moment de la fusion et de la confusion en psychologie. Qu'est-ce qui va faire advenir une conscience? Qu'est-ce qui va faire que je vais être moi, un moi? Eh bien, c'est la résistance de ce qui n'est pas moi. Et la résistance de ce qui n'est pas moi, il y a deux types de résistance. Il y a la résistance naturelle. C'est évident que si effectivement je veux traverser en continuant sans m'arrêter, je vais me heurter au mur. C'est la résistance. Mais en même temps, la plus grande des résistances, c'est la parole de l'autre, en l'occurrence de la mère, qui va être capable de me dire non. Qui par exemple va me faire attendre alors qu'au moment de la fusion, elle se précipitait, quand, bouche béante, je pleurais dans l'attente du bon lait. Là, la bouche va pouvoir rester vide, et comme on ne parle pas la bouche pleine, c'est le moment, justement, puisque ça n'est pas rempli tout de suite, de commencer à articuler des areux, et d'entrer dans le langage, c'est-à-dire, on entre dans l'humanisation, en devenant une conscience de soi, qui va pouvoir dire « je », mais on a payé lourd. C'est cette conscience d'être soi, c'est la conscience de n'être que soi, pas plus. Et de ne rien être de plus que soi. Si je suis petite, je ne suis pas grande. Si je suis une femme, je ne suis pas un homme. Si je suis rousse, je ne suis pas brune, etc., etc. Si je suis de cette époque, je ne suis pas de l'autre. C'est-à-dire, je ne suis que moi. Alléluia, je suis moi, mais il faut que j'admette que je ne suis donc que moi. Et donc, encore une fois, la conscience est toujours marquée par ce deuil originel de la perte, qui est une perte fantasmée, hein, puisqu'il n'y a pas eu jouissance d'une totalité antérieurement. En fait, voilà, le prix à payer pour être un moi, pour être quelqu'un, c'est de ne pas être tout.
Alors, le narcissisme, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que la première concession, c'est je veux bien être moi en étant que moi, mais au moins que je sois au centre. C'est-à-dire que si vous avez effectivement un entourage, allez, parlons de la maman, qui vous regarde et exclusivement vous, vous allez voir le monde à travers ses yeux, et ce que vous allez voir à travers ses yeux, c'est vous-même. C'est-à-dire vous n'allez pas voir le monde. Vous allez vous mirer vous-même, comme Narcisse, dans les yeux émerveillés de votre maman, et à partir de là, vous voulez bien consentir à ne pas tout être, puisque elle est elle et vous êtes vous, mais seulement vous êtes au centre. Elle ne regarde que moi. Alors ça donne quoi un moi narcissique qui ne veut pas aller plus loin? Ça donne un moi qui veut être au centre de tout, qui veut toujours avoir raison, qui adore se regarder dans le miroir pendant des heures, qui se selfie à gogo, enfin vous voyez, qui ne supporte pas en fait la limite, la résistance et du réel et des autres êtres humains qui existent à côté de moi. Donc la psychanalyse nous dit, heureusement que la mère est équilibrée et qu'elle n'a pas que son enfant à regarder, elle va regarder aussi dans une autre direction, par exemple elle va regarder son merveilleux mari, et ce bébé-là qui reste alors maintenant avec une oreille ou un cheveu à regarder puisque maman regarde ailleurs, va être très tenté de se dire, mais qu'est-ce qu'elle a à regarder ailleurs celle-là? Et précisément ce mouvement, c'est le mouvement d'ouverture à autrui, c'est l'acceptation de la limite, c'est-à-dire non seulement je ne suis que moi, mais en plus je ne suis pas le centre de tout, il y a aussi des autres. Voilà. Donc, là, le moment de la relation, c'est le moment où on accepte d'être un être fini. Non seulement on l'est, mais on accepte de l'être. Et on va pouvoir entrer en relation avec autrui à égalité. Donc le bon narcissisme, c'est celui qui dépasse le mauvais narcissisme, c'est-à-dire qui est capable de se décentrer de lui-même, qui est capable de s'ouvrir à l'autre. Et s'ouvrir à l'autre, c'est donc accepter la limite en l'occurrence de la loi. La loi incarnée par le Père. Donc, allons-y pour la question de l'identité. Là, je vous ai parlé du narcissisme à l'échelle individuelle. Mais si on le met à l'échelle des États, eh bien, on parlera plutôt de l'identité d'un peuple, par exemple. Alors, le bon narcissisme pour un peuple, c'est quoi? C'est d'être lui-même tout en étant ouvert aux autres. Seulement, il y a aussi du mauvais narcissisme, et alors là, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le fantasme d'une identité qui serait pure, qui serait pleine, qui serait autosuffisante, qui surpasserait les autres, qui seraient considérés comme des sous-catégories, etc., etc. Et alors, on voit venir à l'horizon les nettoyages ethniques, les génocides, et on va voir pourquoi aussi les crimes contre l'humanité. Donc, nous en sommes là. La haine ultime, c'est la haine de la raison. C'est-à-dire la haine de la pensée, oui, mais là, en plus de ça, la haine de la raison, c'est-à-dire le plus haut niveau de la pensée, tant qu'à faire. Ce qui, chez l'homme, est le dépassement de la spontanéité, c'est-à-dire le moment de l'affirmation la plus flamboyante, la plus assurée de l'humanité. Et il se trouve que la conscience, précisément, elle rechigne à s'élever à la raison. C'est-à-dire la conscience, on ne la choisit pas. Mais s'il faut faire en plus un effort pour s'élever à la raison et s'affirmer dans son humanité à son plus haut niveau, alors là, la conscience, c'est trop pour elle. Pour vous faire comprendre ça, je vais vous proposer 3 concepts très importants dans la pensée. Le particulier, l'universel et le singulier. Soyez courageux, on arrive au bout. Quelques concepts éclairants. Le particulier. Qu'est-ce que c'est le particulier? C'est moi. C'est moi comme différent de tous les autres. Donc, d'ailleurs, on est dans une époque qui célèbre les différences. Soyez bien vous-même. C'est-à-dire, on est chacun comme des sortes de singletons. Je suis moi, n'est-ce pas, à côté des autres. On en est arrivé à revendiquer les différences à un niveau tel qu'on a voulu quitter le racisme, mais qu'on a fait arriver la notion de raciser. Alors, si quelqu'un est racisé, il est le seul à pouvoir discuter des questions qui le concernent, et chacun va se retrouver dans une salle pour discuter des affaires qui le concernent. Donc le particulier, c'est véritablement le chouchou de notre moi narcissique, c'est-à-dire c'est bien moi qui suis moi,
et qui va se différencier des autres. Par contre, qu'est-ce que c'est que l'universel abstrait? Alors, là, une petite illustration effectivement du particulier. Et bien là, on retrouve notre Narcisse qui va finir par se noyer dans les yeux de sa mère, c'est-à-dire qui veut bien être un moi, qui n'est pas tout, mais le moi flamboyant au centre de tout, et les autres n'ont plus qu'à se taire. L'universel, c'est ça. On reproche à l'universel d'être abstrait. Mais il y a une forme d'universel abstrait, c'est-à-dire c'est la pensée du général, les hommes, où on doit faire abstraction des particularités. Donc on va garder, si vous voulez, tout ce qu'il y a de commun entre tous les hommes. Nous sommes tous des semblables, allons-nous dire. Et aujourd'hui, la notion d'universel est attaquée sans discernement entre l'universel abstrait et ce que j'appelle le singulier, enfin que la philosophie appelle le singulier, et qui correspond aussi à un universel, mais un universel dit concret. Donc l'universel abstrait, aujourd'hui, on oublie de mettre abstrait et on fonce contre l'universel, on tire sur l'universel en disant l'universel gomme les différences, il est impérialiste. C'est oublier qu'il existe aussi l'universel concret. Alors qu'est-ce que c'est que l'universel concret? C'est l'universel qui est fondé sur la raison. C'est celui que fonde précisément la raison. Cet universel, c'est celui qui est capable à la fois de reconnaître les différences, de les maintenir comme telles, et non pas de les nier, mais qui ne perd pas le fond d'unité. Il est justement, cet universel, à la base de l'idée d'humanité. L'idée d'humanité, elle n'a pas toute sa richesse, si on entend par humanité, ce qui fait le commun de tout homme, en faisant abstraction de la réalité, par exemple, de la diversité des cultures. Donc, l'humanité, c'est aussi la diversité des cultures. Seulement, si on met l'accent sur les différences, on a des cultures les unes à côté des autres qui ne manqueront pas, chacun appelle barbarie ce qui n'est point de son usage, d'entrer en conflit. Si on est dans le purement universel, on n'a pas le sentiment de s'y retrouver, on n'a plus d'identité, il faut que véritablement on soit une sorte de masque, de persona. Bon. Et par contre, l'universel concret, c'est le droit d'être soi-même, mais sans oublier qu'on appartient à une unité qui nous dépasse, c'est-à-dire que ce n'est plus l'autre comme semblable, et quand je définis l'autre comme semblable, dès qu'il commence à être un petit peu différent, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'autre comme prochain. J'aime beaucoup ce mot, parce que prochain, ça veut dire que l'autre n'est pas l'étrange étranger, que je ne reconnais pas, mais il est différent, mais il n'est pas très loin. Alors, l'élévation de soi à la raison, c'est-à-dire à la conscience de l'universel concret, ça demande du courage. Ça demande du courage parce que ça implique cette sortie du narcissisme, et que la sortie du narcissisme, elle implique du courage. Donc pourquoi est-ce que la conscience n'aime pas la raison? Pourquoi est-ce que l'être humain n'aime pas sa raison? Spontanément, tout du moins. C'est parce que, d'une part, elle est celle qui, plus que jamais, dans sa lucidité, révèle la finitude comme insurmontable. Quand Montaigne nous dit philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est tout simplement accepter la condition humaine, accepter sa propre finitude. Et en même temps, dans cette élévation de soi comme particulier à l'universel concret, il y a une sorte de peur du particulier qui n'est pas encore élevé à la raison, qui se dit « je vais être dilué dans la masse ». Parce qu'il y a confusion entre l'universel concret, où le soi ne sera pas nié, mais sera relié aux autres, et cet universel qui serait effectivement celui qui fait disparaître les particularités. Alors, on arrive au concept. Parce que dans haine de la pensée, il y a haine. Pourquoi aller jusque-là? Pourquoi aller jusqu'à la haine de l'humanité en nous? Puisque la haine de la pensée en nous, la haine de l'élévation de notre conscience jusqu'au plus haut niveau de notre pensée, à savoir la raison, ce qui revient à dire véritablement la haine de ce qu'il y a de plus humain en l'homme. Eh bien, la haine, c'est une expérience intérieure qui a été très très bien décrite dans Réflexion sur la question juive par Sartre. La haine, c'est une curieuse expérience intérieure qui tient lieu d'une sorte d'identité pleine telle que nous la fantasmons, c'est-à-dire la conscience fantasme effectivement cette identité pleine. La haine, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous remplit, c'est ce qui est chaud à l'intérieur, c'est ce qui circule,
qui vous donne une intense vivacité. À peu de frais, ça vous donne le sentiment d'être quelqu'un, d'avoir une identité. La haine, elle permet de se définir soi-même d'une certaine façon, solidement, immédiatement, sans médiation, sans effort, sans incertitude. Je me sens un être plein, déjà accompli. Je me définis pour l'essentiel comme étant quoi? Comme étant celui-ci, celui qui est. Quel coussin confortable. Sartre, dans la question juive, nous parle du cousin Jules. Qui est Jules? Jules a une identité. Jules, c'est celui dont on ne trouvait rien de plus à dire, nous disait Sartre, pour le définir, que de dire « il est celui qui ne peut pas souffrir les Anglais ». Voilà, je vous présente celui qui ne peut pas souffrir les Anglais. Cette citation tirée de la réflexion sur la question juive est d'une puissance inouïe. Je la laisse quelques petites secondes à votre méditation personnelle, mais d'une certaine manière, nous retrouvons ce que j'ai développé devant vous, avec vous. Et je vais donc entrer dans ma conclusion, qui va être brève et qui va reprendre les points essentiels très rapidement. Donc, nous-mêmes, nous tous, le soi, nous sommes porteurs comme conscience, nous fantasmons la toute-puissance et la plénitude définitive pour essayer de ne pas être une conscience malheureuse. Mais la réalité, elle est tout autre et il faut faire avec. C'est-à-dire que l'être conscient qu'est l'homme vit la finitude. Il n'est pas tout, il n'est que lui-même, il est faillible, il est mortel, etc. etc. Donc, l'être conscient qu'est l'homme est porté à haïr la pensée en lui-même, donc haïr l'humanité en lui-même. Il essaie d'une certaine façon de se réduire, il serait prêt à se réduire, et à cette époque c'est très d'actualité, à une sorte de corps parfait sculptural, comme une statue. Cette haine de soi, l'être conscient qui manque de courage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la projeter sur d'autres qu'il vit comme des dangers. Ceux-ci, qui vont être les victimes de la haine, seront élus comme les boucs émissaires chez lesquels l'être conscient qui se réfugie dans la voie facile du narcissisme haineux va s'acharner à broyer le plus humain de l'homme qu'il exècre. Je résumerai mon intervention à ces quelques phrases, à cette phrase que j'expose devant vous. L'être conscient qui se réfugie dans la voie facile du narcissisme haineux fait coup double, il tue l'humanité de l'autre, puisque c'est ce qu'il vise, et en même temps, nous l'avons vu, il tue la sienne, but atteint, mais en faisant l'économie, quant à lui, de la souffrance qu'il fait subir à l'autre. En fait, il se donne le spectacle de la démolition de l'humain, mais dans la démolition de l'autre. Je vais me taire devant la philosophie avec cette phrase de Marc Aurèle qui est d'une sagesse qui se suffit à elle-même. Et je vous remercie. Alors, c'est peut-être le moment des questions. Ne vous gênez pas de poser des questions si vous avez des questions. Thomas, l'assistant, tu as mis où le deuxième micro? Tu sais pas? Il n'était pas loin. Alors. Je sais qu'il était par terre. Peut-être sous la veste, pas très loin, ou alors il a été... C'est volatile. Mais je peux me déplacer, la salle n'est pas grande. Désolée, on va y aller. D'accord. Merci de votre présence. Oui, alors je tiens à remercier Lisa Lopez, professeure de philosophie, qui a amené sa classe de FANB. Merci les élèves. Vous étiez les bienvenus, on vous applaudit. J'en ai vu certaines qui prenaient des notes, donc celles-là, elles auront des bonnes notes la prochaine fois, je suppose. Voilà, on vous laisse partir tranquillement. Le temps que vous réfléchissiez à la première question, et qui est toujours la plus difficile à poser, vous dire simplement que Devoir de mémoire a des nouveaux projets qui sont en cours, et ils sont assez impressionnants dans la mesure où on a notre vice-présidente qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'appelle Nicole Pouchoulin, qui a écrit une pièce de théâtre
et qui va être diffusé à Monaco, puis ensuite une tournée en France. On est en train d'essayer de boucler le budget. Ça, c'est difficile. Donc, ceux qui veulent soutenir Devoir de mémoire, n'hésitez surtout pas. Et puis, avant la production de cette pièce, on va éditer notre 3e livre sur Missak Manouchian, qui va sortir très bientôt. Jean Dossonville, qui est le président d'honneur, l'ambassadeur de France à Monaco, nous a fait une très belle préface et on n'a plus qu'à trouver les fonds pour pouvoir l'éditer. Ce sera notre 3e bouquin après celui sur Joséphine Baker, lorsqu'elle avait été panthéonisée, et puis celui sur nos 3 dernières expositions sous forme d'un très beau livret qui est d'ailleurs en bas, un catalogue, merci pour le mot exact. Et donc, vous savez tous que Missak Manouchian était étranger et s'est battu pour la France. Donc, on a fait également un livre par un de nos membres qui s'appelle Gilles Montelatissi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui était là hier en présence de SAS. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens très cultivés autour de moi et de Daniel, donc on en profite. Donc maintenant, ça vous a laissé le temps de la réflexion. La première question, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre de votre exposé que le crime contre l'humanité n'est pas à banaliser, mais qu'il n'est pas non plus strictement lié au nazisme. Est-ce que vous auriez des exemples à travers l'histoire ou même l'actualité qui nous renverraient à cette notion? Alors, il y a un ouvrage qui a été écrit par Sémelin, qui est un scientifique des sciences de l'homme, qui s'appelle Purifier et détruire, où, à sa façon, parlant pour le coup du génocide, mais ce génocide, le génocide s'accompagne très souvent de crimes contre l'humanité, mais pas systématiquement. Donc il y avait une dimension de crime contre l'humanité dans le génocide des Tutsis, par les Hutus. Par exemple, avant de tuer l'autre, on le déshumanisait, c'est-à-dire on se donnait une fois de plus le spectacle de la déshumanisation de l'autre, et sous quelle forme? En enlevant son visage. On ne tuait pas simplement l'autre, on le privait de son visage. Et de quelle façon? Vous savez que c'est un génocide à la machette, hein, pour l'essentiel. Bon, aussi la carabine, au revolver, tout ce que vous voulez, mais à la machette, on coupait les oreilles et le nez des victimes. C'est-à-dire on leur enlevait leur visage. Merci beaucoup, Nicole, pour cette présentation passionnante. Je voudrais aussi sur l'idée de déshumanisation. En fait, la déshumanisation, comme tu l'as bien dit à la fin, elle commence par la haine. Donc la déshumanisation a lieu avant que le crime ne soit perpétré, en quelque sorte. Donc c'est une catégorie de victimes qui est choisie, déjà déshumanisée, puisqu'on l'éloigne de soi par la haine, et ensuite l'entreprise va se faire de manière quasi industrielle, par exemple pour la Shoah, ou comme ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, il me semble que le plus important, c'est cette idée de haine dont il faut avoir conscience, parce que c'est elle qui permet tout le processus. Oui. Alors, oui, c'est pour ça que j'ai dit que la haine était au fondement du crime contre l'humanité. C'est-à-dire que finalement, la haine, elle répond à ce fantasme de la conscience, c'est-à-dire de chacun de nous qui a du mal à s'accommoder de la condition humaine, de la finitude. Nous sommes tous exposés au risque de la haine. C'est-à-dire que essayer d'être quelqu'un de pas trop mal, ça ne vient pas tout seul, c'est un effort perpétuel, parce que nous sommes tous faits de la même pâte, c'est-à-dire nous sommes tous des consciences malheureuses qui voudraient bien se débarrasser de la finitude, être humain sans payer le prix de l'humanité, qui est précisément d'être en soi, pas tous les autres, enfin tout ce que j'ai décrit. Donc effectivement, la façon la plus directe, la plus économique, et qui surtout va me permettre que le système de destruction de l'homme se mette en place sans que je sois moi-même atteint, c'est effectivement de me nourrir, de me remplir, et je deviens celui qui est, et qui va donc fonder sa vie sur cette haine. Je deviens celui qui est, je me sens accompli, rempli,
j'ai une mission dans mon être qui va être justement d'avoir l'énergie de la destruction de l'humanité dans l'autre. Donc effectivement, la haine est très facile. Et on voit comment effectivement dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de pensée. On jette des opinions, on jette des préjugés, et qu'est-ce qu'on se hait? C'est-à-dire que finalement, ça devient tout de suite quelque chose d'extrêmement agressif, l'autre dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que j'aimerais entendre, et tout de suite, ça y est, c'est lancé. C'est d'une violence incroyable. Donc nous voyons bien que l'humain est facilement habité par la haine, et que ne pas être habité par la haine, c'est encore une fois le fruit d'un effort qui est concomitant à l'acceptation de l'acceptation de sa finitude. Je ne sais pas si j'ai entendu la question. Oui, mais là, quand tu évoques la haine, en particulier les réseaux sociaux... Je crois qu'on t'entend pas derrière. Quand tu évoques la haine à travers les réseaux sociaux, mais ce qui est le plus terrible dans ce que tu as évoqué, crime contre l'humanité, c'est un groupe humain qui est déshumanisé fondamentalement dès le départ, qu'il s'agisse des Juifs ou ce qui s'est passé au Rwanda ou ailleurs. Et je dirais, pour ce qui est des Juifs, sur des siècles, en fait, avec les pogroms, etc., jusqu'à ce qu'on arrive, évidemment, à... Oui. Alors, est-ce que là tu m'amènes sur un chemin que j'ai évoqué, mais sur lequel j'ai dit que je n'allais pas m'attarder parce qu'il demanderait véritablement une conférence entière. Mais ta question, c'est presque, parce que quand on déshumanise, c'est qu'on sait que l'autre est humain. Autrement, on n'a pas besoin de le déshumaniser. Donc, il y a déjà cette reconnaissance de l'humanité de l'autre qu'on va s'empresser de déshumaniser. Alors, parce que tu dis, ce qui est étonnant, c'est que de manière très régulière, très récurrente dans l'histoire, mince alors, le peuple juif est visé très, très régulièrement par cette haine. Alors, j'ai toute une thèse là-dessus que j'ai développée. Je peux en dire 2 petits mots en illustrant par un petit exemple, simplement, c'est que représente par exemple le judaïsme dans l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce qu'il représente? Voilà un peuple qui, par son choix d'existence, a été le premier à incarner ce qu'on appellera l'universel concret, c'est-à-dire en fait quelque chose qui nous appelle au-delà de la particularité, au niveau de la raison, mais de la particularité sans tomber dans l'universel abstrait. C'est-à-dire voilà un petit peuple qui est noyé dans le paganisme, où les peuples sont géographiquement ancrés, tous les peuples ont leur dieu, et chacun existe à côté de l'autre en se traitant très facilement de barbares. Et voilà un peuple qui va dépasser le paramètre de l'espace pour se définir, qui va se définir par rapport au temps. Il y a un livre d'Abraham Eshel qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». C'est-à-dire c'est un peuple qui va apporter l'idée de l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est le déploiement dans le temps, dépassant les frontières, de la différence perpétuelle, puisque nous changeons, mais sur un fond d'unité. C'est-à-dire c'est l'histoire qui tient le divers sous l'unité. Donc voici un peuple qui apporte le temps dans une manière de se rapporter au monde, alors que jusqu'à présent, il y avait un rapport très spatialisé avec la frontière donc, géographique de la culture et de la religion, et qui dit je ne cherche pas à convertir la terre entière, je suis moi-même, avec mes propres valeurs. Seulement, quand il se dit peuple élu, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas dire, comme on l'a souvent dit, parce qu'on aime bien le dire quand on est un peu antisémite sur les bords, et que, alors pourquoi l'antisémitisme? Parce qu'effectivement, c'est la boucle, hein, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai quand même un message universel, j'ai quelque chose à dire qui peut être entendu par tous, qu'on soit grec, qu'on soit perse, qu'on soit etc. etc. Qu'est-ce que c'est que ces 2 simples éléments? Ces 2 simples éléments, passer du géographique au temporel, c'est le passage des particularités qui sont juxtaposées, à l'idée d'une diversité sur fond d'unité, celle de l'histoire, dire effectivement qu'on ne cherche pas à convertir, on ne veut pas rendre tout le monde juif, que chacun reste ce qu'il est, et le peuple juif, effectivement, on sait que ce n'est pas un peuple qui cherche à convertir, il est même très difficile d'ailleurs de devenir juif si on veut se convertir, mais qui dit quand même, j'ai un message qui s'adresse à tous les hommes. Écoutez, le message, il dépasse les frontières, donc restez vous-même, mais entendez qu'on est capable de dialoguer.
et de s'entendre par exemple notamment sur la question éthique. Voilà. Donc rien que ça, c'est que ce peuple a apporté quelque chose que les nations ont du mal à entendre, parce que précisément on veut rester replié dans sa frontière et on retombe dans la figure, mais à l'échelle collective, de ce que j'appelais le narcissisme, qui veut bien être que soi, mais alors qu'on lui fiche la paix, qu'il soit que soi, et tant qu'à faire, avec l'idée qu'il est le meilleur que les autres, hein, avec toujours la potentialité d'un conflit. J'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Ben, écoutez, il me revient de la faire applaudir parce qu'elle était particulièrement brillante. Merci pour votre écoute. Merci Nicole, moi j'apprécie beaucoup parce qu'en fait Nicole n'est pas encore membre à Devoir de mémoire, mais ça ne saurait tarder. Jean-Marc Varallo qui va intervenir à 16h30 également, ils ont bien évidemment fait leur conférence gracieusement. Et j'ajoute une mention, vous n'avez pas eu le plaisir de le rencontrer parce qu'on l'avait fait à titre plus privé avec l'éducation nationale, mais François Elbron, un professeur à Sciences Po depuis 35 ans, vice-président de la Shoah, est aussi intervenu gracieusement pour nous tous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi. Il y a une autre conférence qui démarre dans une demi-heure. J'aurais envie de la faire démarrer avant, mais s'il y a des gens qui arrivent à 6h30, ce serait délicat pour eux. Ben, c'est délicat, on l'a affiché quand même à 16h30. Il faut respecter le timing. À l'issue de la conférence de Jean-Marc Varallo, vous aurez un verre, il y a du bon champagne et de quoi grignoter tout à l'heure. Voilà, sachez-le. Merci encore. Vous pouvez aller vous dégourdir les jambes.